187 Cube Radio. On va vous poser 2 questions, là, OK? Là, c'est peut-être difficile à suivre, là, mais c'est parce que dans quelques minutes, on va parler des chantiers à Montréal. Puis j'aimerais ça, nous, on aimerait ça savoir si vous êtes tanné des chantiers. Puis oui, la réponse facile, c'est oui. Mais jusqu'à quel point vous êtes tanné? Est-ce qu'il y a un chantier dans votre coin qui dure depuis une éternité? Vous comprenez même plus pourquoi il est là, ce chantier-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'habiter quelque part. Je me dis, ça sert à quoi, ce chantier-là? Puis d'être allé voir les employés, puis eux autres même ne savaient pas trop exactement ce qui se passait là. Ils avaient toute une tâche à faire, mais ultimement, le plan, on ne savait pas c'était quoi. Ça, c'est la première question qu'on vous pose. Bien, on vous la pose aussi parce qu'il y a l'Office de consultation publique de Montréal qui la pose, qui s'en va dans les rues de Montréal, qui pose la question aux Montréalais et on dit qu'on veut essayer de trouver un peu des solutions par rapport à ça. Pour l'instant, les gens sont un petit peu résignés, un peu tannés, un peu écœurés, mais ils se disent, bon, ben qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a une forme d'impuissance. Puis on verra avec l'OCPM parce qu'on dit qu'en ce moment, là, ils sont en train de regarder pour trouver une sorte d'innovation sociale, un laboratoire là, d'innovation sociale. Moi, je suis comme, mais c'est quoi cette patente à gosse-là? Et on nous parle de drones pour trouver les chantiers fantômes. Là. Pas besoin nécessairement de drones. Là. Il suffit de marcher un petit peu au centre-ville pour se demander finalement comment se fait-il qu'il n'y a personne sur le chantier, mais qu'en même temps, la rue a l'air d'avoir vécu un bombardement. Bref, vous, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Est-ce que vous en avez marre? Est-ce que vous dites que c'est inévitable? Vous faites la paix avec? Est-ce que vous avez arrêté d'aller au centre-ville aussi? Parce qu'il y a une commerçante qui dit, bien, sais-tu quoi? Les gens ne viennent plus, ils ont peur de ne pas avoir de stationnement et d'être pris aussi dans les travaux. Tu sais, tu te promènes, puis c'est un chantier, comme je disais, ça a l'air vraiment là, comme s'il y a eu des bombardements. Ça fait qu'il y a quand même une perte de clientèle là, chez certaines boutiques qui disent, ben non, on vit avec ça, il y a de la poussière partout. Bref, on va en parler tantôt. Tu sais, faire la paix, c'est drôle comme expression quand même, faire la paix avec les chantiers, ça veut dire s'incliner. Ça veut dire faire le deuil de l'emporter sur les chantiers. Ça veut dire accepter que ça fait partie du paysage. C'est un peu ça, là. C'est un euphémisme, là. Un beau paysage urbain. Oui, c'est ça. Ah, ben, ça fait partie du paysage urbain. Là, la deuxième question qu'on vous pose, parce que François Fournier s'en vient, Horacio Arruda a accordé une entrevue très rare hier. C'était au micro de Marc Boilard et d'Isabelle Perron. Et parce qu'Horacio Arruda a eu une promotion. Enfin, il s'en va travailler comme directeur de la santé publique de la Mauricie et du centre du Québec. Donc, il a été nommé. Ça commence le 2 août prochain pour lui. Et il a donné peu d'entrevues, Horacio Arruda, depuis la pandémie. Et hier, dans son entrevue, il me semblait pas qu'il faisait, disons, je sais pas, une longue liste des choses qu'il aurait fait différemment. Hein, ça, c'en est un autre euphémisme. C'est-à-dire qu'il était assez fier de comment ça s'était déroulé. Il dit, moi, dans la rue, on m'arrête, puis c'est pour me demander des photos, puis on me remercie. Puis, c'est un bon monsieur, Horacio Arruda, là. Ça, c'est certain. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il y a des trucs pensés qu'on a mal fait durant la COVID, qui ont été mal faits, puis que peut-être notre gouvernement devrait admettre. Je rappelle quand même que tous les partis ont voté à l'unanimité pour qu'il n'y ait pas de grand exercice de réflexion sur comment ça a été géré. À l'unanimité, là. On se serait peut-être... Évidemment, le PCQ n'a pas de député à l'Assemblée nationale, donc s'il en avait eu un, on devine qu'il aurait voté au contraire pour qu'il y ait enquête ou enfin réflexion ambitieuse sur le sujet. On pourra vraiment jamais savoir si on a bien travaillé, si on a pris les bonnes décisions, si on a été précoce ou en retard sur certaines mesures. Et Horacio Arruda, hier, il n'était pas... en tout cas, il ne faisait pas une longue liste des choses qu'il aurait fait différemment. Tu sais, le couvre-feu, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui pense que c'était toujours justifié, là, mettons. Ben non, mais c'est surtout que, tu sais, quand on y pense, et on le sait là, aujourd'hui, là, puis on le savait aussi parce qu'il y avait beaucoup de... tu sais, on avait parlé des pédiatres qui avaient fait une sortie en disant que ça va avoir un impact là, sur les jeunes. Ça a déjà un impact, puis on a vu qu'il y a des études qui montrent aussi que ça a eu des impacts dans le développement chez plusieurs enfants. Ça a eu un impact sur la santé mentale. Il y a eu aussi des traumatismes individuels, des traumatismes familiaux, des familles qui n'ont pas pu rendre visite à des personnes mourantes qui étaient en fin de vie, qui n'ont pas pu aller visiter, rappelez-vous, dans les centres d'accueil, là, puis les images qu'on voyait des gens qui étaient en bas des centres d'accueil, pas des centres d'accueil, mais des centres pour personnes âgées. Puis là, tu avais des personnes âgées dans les fenêtres qui faisaient des babayes. Tu sais, tu regardes ça aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en entendre parler parce que ça implique une imputabilité quelque part. Donc, de dire, ben finalement, on va pas remettre un peu, là, on va pas se remettre le nez dedans.
on préfère une amnésie collective, finalement, parce que c'est trop douloureux de retourner là. Ouais, mais là parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Oui. Tu vois, ce que je veux dire, à un moment donné, c'est parce que si tu t'ouvres la boîte de Pandore, ben il y a du monde qui sont responsables de ça, de décisions, donc on ne veut pas aller là. Puis, tu sais, quand je te parle de ces traumatismes, de traumatisme aussi collectif, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de symbolique quand tu ne vois pas quelqu'un qui est mourant, dans le côté, je te dirais même anthropologique, là, d'aller voir le respect que tu as sur l'aspect de la fin de vie aussi. Ça vient chercher les gens, je pense, de ce point de vue-là. Lui, il dit, Horacio Arruda, je suis passé à autre chose complètement, j'ai de nouveaux défis. Puis s'il y en a d'autres, je voudrais un peu plus d'expérience. J'espère sincèrement qu'on ne vivra pas le même genre de pandémie au cours des prochaines années. Évidemment qu'on se le souhaite. Puis tu as mentionné sur le couvre-feu, puis... Oui, mais mais quand tu dis ça, une chose comme ça, c'est Horacio Arruda qui dit ça, je nous le souhaite pas, puis j'espère qu'on a appris. Mais je sais pas, moi, je peux pas dire qu'on a appris quoi que ce soit, on n'en a pas parlé. Non, mais ça, je suis pas d'accord. On a appris que le confinement, ça a des effets extrêmement pervers, extrêmement graves, que ça a un impact sur la santé mentale, que ça a un impact sur la violence conjugale, qu'il y a des femmes qui... Et je dis des femmes parce que la majorité des victimes, ce sont des femmes, là, mais il y avait pas que. Il y a des hommes aussi là, qui ont pu se retrouver dans une situation de violence physique, psychologique aussi. Mais bref, on a vu que ça a eu une augmentation, là, que, tu sais, un foyer violent, quand tu te retrouves enfermé, ça a un gros impact sur la violence conjugale. Donc, ça, c'est un effet. On a vu aussi, sur les enfants, je le mentionnais, puis c'est le fait qu'après une certaine heure, après 8 heures, tu peux pas aller marcher, prendre une marche, tu sais, juste aller te calmer le pompon, prendre de l'air, oui. Puis ça, sur la propagation, là, d'aller marcher, faire le tour du bloc, là, il y a comme quelque chose d'insensé. Oui, mais Karima, toi, tu dis que tu estimes que c'est peut-être pas une bonne chose, le couvre-feu ou le... Non, je suis convaincue que c'est pas une bonne chose pour moi, en tout cas. Je comprends, mais est-ce que tu as entendu, je peux te dire nos responsables? Le couvre-feu, pour moi, c'est vraiment... Je suis pas une médecin non plus de la santé publique, mais clairement, sur la santé mentale des gens, j'ai pas... Je veux dire... En tout cas, moi, je peux parler pour moi personnellement puis les gens dans mon entourage de dire que tu rentres chez vous à 8 heures puis tu n'es pas capable de faire le tour du bloc. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as entendu nos politiques le dire? Là. Moi, je ne l'ai pas entendu le dire. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas obligé. Ah oui, non, ça, je comprends. Moi, je ne peux pas naïvement te dire aujourd'hui, je suis sûr qu'on le fera pas. On ne veut pas le dire. Ouais, c'est ça. On ne veut pas le dire. On ne voulait pas avoir cette discussion-là. Oui, c'est vrai. C'est un sujet dont on n'entend presque jamais parler. Parce qu'on ne veut plus en entendre parler, je pense. J'ai l'impression qu'on... Traumatisé. C'est ça. C'est vraiment ça, le syndrome de... On préfère cette forme d'amnésie parce que c'est comme ça, c'était contre nature, contre la vie même, là, tu sais. François Fournier est avec nous. Bonjour, François. Salut à vous deux. Hey, est-ce que les individus sont capables d'être traumatisés? Les sociétés aussi, on dirait. Hein? C'est un sujet... Horacio Arruda, hier, il faisait pas l'examen de conscience qu'on aurait peut-être espéré qu'il fasse. Oui, en fait, ça donnait l'impression effectivement de quelqu'un qui nous disait, en gros, c'est très clair, hein, il dit, je savais qu'il allait avoir des mécontents et un backlash, c'est le mot qu'il utilise, mais en gros, c'est comme si c'était normal que ça arrive comme ça, puis c'était pas du tout lié à leur gestion. Alors qu'à un moment donné, on se dit, ouais, mais je sais pas, peut-être avez-vous fait un genre d'examen de conscience sur, je vous donne un seul exemple qui parle, à mon avis, de lui-même. Là. Par exemple, la communication au niveau du masque. Là. Dans un premier temps, on disait aux gens, utilisez pas ça, des masques, vous allez vous contaminer. Il avait même fait une vidéo à Arruda où il disait, vous allez mettre vos mains dans votre visage, vous allez vous mettre le virus, vous allez vous contaminer. Et à un moment donné, on a fait un virage à 180 degrés sur ce sujet-là. On a dit, non seulement c'est pas dangereux, mais c'est obligatoire. Donc, vous devez les mettre partout, en tout temps, même si vous êtes seul dans l'épicerie, vous le mettez pareil. Et à aucun moment, on a jugé bon d'expliquer aux gens que, c'est au début, c'est parce qu'on savait pas trop, tout ça. Et toutes ces affaires-là qui ont miné, je pense, progressivement la confiance du public dans l'autorité gouvernementale et de la santé publique, on a fait comme si ça n'existait pas parce qu'on a pensé qu'adresser ces problèmes-là,
c'était comme donner du gaz ou donner raison à ceux qu'on appelait les complotistes, les conspirationnistes. Mais à mon avis, cette mauvaise communication-là sur plein d'affaires, vous avez cité le couvre-feu, on pourrait parler de plein d'autres affaires, là, produits essentiels, non essentiels, les zones chaudes, les zones froides, toutes sortes de concepts un peu étranges qu'on nous a jamais vraiment expliqués correctement. Ça a miné la confiance du public. Puis c'est pour ça qu'il y a eu une baisse de l'adhésion progressive à ce qu'ils appelaient les mesures, les consignes sanitaires. Mais aujourd'hui, on dirait que la pandémie reprendrait ou il y aura un autre événement du genre et c'est comme s'ils n'ont rien appris. En fait, on refait toutes les mêmes choses. Il y a Valérie de Montréal qui nous dit « Mon père est mort en début de pandémie à l'hôpital sans que j'ai la permission d'aller le voir. Ça, c'est un traumatisme énorme, sans parler du reste. » Oui. Qu'est-ce qui nous garantit que la prochaine fois, on va être plus permissif, on va permettre à quelqu'un d'aller voir son père qui est en train de vivre ses derniers moments? J'ai pas entendu personne dire que c'était une mauvaise idée de le faire. Parmi les gens qui avaient du pouvoir, c'est là que j'ai pas de garantie, moi, que la prochaine fois, on va agir différemment. Non, c'est ça. On n'a pas de garantie, puis on n'a pas non plus... Il ne donne pas l'impression d'avoir réfléchi vraiment à ces choses-là. Un autre exemple qu'on pourrait citer, je me souviens, dans le début de la pandémie, il y avait un médecin de Montréal qui avait dit, vous savez, c'est un peu comme l'influenza, là, pas attraper la COVID. C'est un peu la même chose. T'sais. Même l'influenza, c'est plus grave pour les enfants. En point de presse, Christian Dubé l'avait vilipendé, il avait dit « faut que j'y parle absolument, ça n'a pas de bon sens de dire des choses comme ça ». Quelques mois plus tard, M. Legault arrive en nous disant « je l'ai eu, la COVID, puis c'est comme un gros rhume ». Là, tout d'un coup, c'est devenu acceptable de dire ça. Là. Je ne sais pas trop pourquoi. Et tu sais, tous ces événements-là, pour les gens qui ont un peu de mémoire, c'est resté gravé. Et on se dit, en gros, on faisait ça au gré comme le vent, là, avec la fameuse phrase là, « on construit l'avion en vol ». Ce genre de choses-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui il y a eu une baisse de... C'est ça, je pense, l'effet pervers de ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a eu une baisse de la confiance que les gens ont envers certaines institutions. Et la santé publique, c'est une institution que tu devrais vouloir que les Québécois, puis les Canadiens, puis les Américains, peu importe où dans le monde, aient une confiance, pas aveugle, mais élevée envers cette institution-là. Tu ne dois pas penser que c'est politisé. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était politisé. Rappelez-vous la commission parlementaire où je pense que c'était Pascal Bérubé qui questionnait M. Arruda et lui demandait « Avez-vous recommandé au gouvernement de fermer les restaurants? » Et il a répondu non. Et le gouvernement, ils avaient fermé pareil. Donc, à un moment donné, on ne savait plus c'était quoi la ligne entre la politique Exactement. Et la santé publique. Et ça, c'est le gros problème, je pense. Mm-hmm. Et penses-tu que cette confiance-là envers les politiciens, est-ce qu'elle est comme brisée ou c'est quelque chose là, qui peut se réparer? Les politiciens n'ont pas la cote partout dans le monde. Là. Ça, c'est un secret de polichinelle. Ça fait partie des gens qui ont... ça fait partie des institutions, le politique, comme d'autres, qui ont peu la cote. Les médias aussi sont là-dedans à plusieurs égards, ça varie d'un endroit à l'autre. Puis honnêtement, la solution à ça, comment on fait pour réparer cette confiance-là, c'est complexe. Moi, je pense que ne pas faire l'examen de conscience et ne pas faire de commission d'enquête publique, par exemple, sur cet événement-là, sur des questions très concrètes, là, comme par exemple, pourquoi la santé publique n'a pas de traces écrites des recommandations faites au gouvernement? On nous disait que ça se faisait de manière orale. Vous assistez à une réunion de contrôle, là, il y a un procès verbal qui François, on dirait que tu es dans une piscine. Là. Attends, on va essayer de te rappeler, François, on dirait que tu es confiné, là. Il y a une plus belle voix que ça, François, en plus, on va pas le laisser là-dessus, mais tu sais, les gens l'ont pris personnel. Carrément, ça rentre les commentaires. Là, où est le mea culpa? On a préféré balayer sous le tapis. Le passeport vaccinal, c'était débile. Tu sais, ce que je trouve bizarre, moi, avec la COVID, c'est que moi, j'ai oublié plein d'affaires. Des fois, mettons, le passeport vaccinal, il y avait un passeport vaccinal. C'est vrai, ça, qu'il y avait un passeport vaccinal. Couvre-feu, bon, je m'en rappelle. Sauf que je me rappelais pas qu'il y en avait eu 3, 4. Il y a eu combien de couvre-feu? On le lâche, on le recommence, on le lâche, on le recommence. Moi, il y a un truc que je répète souvent, puis je sais que on n'avait pas connu ça. Mais le tout début de la pandémie, quand Horacio Arruda nous dit le masque, non, puis comme quelques jours après, il nous dit oui. Là, j'étais comme, boy, là, on était qui, là? C'est qui conduit le bateau, là? Tu sais, c'est qui conduit... Ça me semble, tu sais, parce que t'es un doctorat en ça, là. Tu sais, il me semble que t'es capable de nous le dire, oui, le masque. Puis c'était quoi le risque de dire,
oui, le masque dès le début, tu sais, mettons, là. Tu sais, c'était quoi l'inconvénient d'encourager les gens à porter un masque au tout début? C'était quoi l'inconvénient? Tu sais, au niveau de la propagation, j'en vois pas. J'en vois plutôt un si tu dis aux gens de pas le porter. Tu sais, ça me semblait être illogique. François Fournier, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je suis désolé pour le son. Là. Je suis dans un confiné, T'es dans une piscine. Dis-nous donc la vérité, mon vieux. Hey, on va changer de sujet, par contre, là, parce que tu veux nous parler d'un cas, 18 mois de prison pour un homme qui s'en est pris 2 fois à 2 femmes en 1 an, dont une qu'il aurait pu tuer. 18 mois de prison. Ah ben ça donne le goût de ne pas répéter ça, hein? Oui, bien, quand on dit qu'il aurait pu la tuer, là, dont on parle d'un homme que parce qu'il y avait de la peine, là, probablement que la fille l'a laissé, on ne sait pas trop exactement, il a décidé de sectionner les freins de sa voiture. Donc, la femme s'en est rendue compte apparemment avant de prendre la grande route, mais elle aurait pu se tuer. Là. C'est une tentative de meurtre à quelque part, là, de faire un truc comme ça. Là. Donc, c'est absolument épouvantable. 18 mois de prison, ça rentre dans les sujets dont on a parlé plusieurs fois. Il y a une réforme judiciaire totale à faire au Canada, à mon avis. Et c'est pas comme ça qu'on va protéger les femmes des hommes. On peut même parler du discours masculiniste et de ce qu'on veut, mais si sectionner les freins du véhicule d'une femme, c'est 18 mois de prison. Là, moi, je sais plus quoi dire pour qu'on se conscientise là-dessus. Là. C'est quand même assez fou, là. Tu te dis, que, comme tu l'as mentionné, moi aussi, j'avais l'impression, je me dis, ben c'est comme une tentative de meurtre, là, littéralement, là. Puis, c'est quoi, dirais-tu que là-dessus, il y a une forme de laxisme? Comment tu l'expliques? Ben, c'est dur. Je pense que tout est fonction de la jurisprudence là-dessus. Vu que c'est un cas qu'on voit pas souvent, qu'est-ce qu'on pourrait donner? En même temps, la fille n'a pas été blessée, ça a été désamorcé avant. Mais je veux dire, à mon avis, c'est minimalement un voie de fait, là, ce truc-là. Je peux pas. Le juge avait l'air abasourdi dans ce qu'on rapporte dans l'article, mais il me semble que, je veux dire, c'est parce que cet homme-là, c'est une bombe à retardement. Là. Combien d'autres conneries comme ça il va faire qui vont mettre la vie en danger des femmes? Puis tu sais, je pense que tout le monde se pose un peu la même question. 18 mois de prison, il va en faire combien sur les 18? Ouais. Le juge est abasourdi, mais c'est lui qui a le pouvoir de donner plus, mais il donne pas plus. Tu sais, c'est quand même incroyable, tout le temps pareil. Tu lis un jugement, il faut lire les jugements des fois, tu le vois, là, ah, monsieur, vous êtes pas réhabilitable, ah, monsieur, vous êtes allé trop loin, ah, monsieur, puis tu dis, bon, enfin, il va mettre ses culottes, 18 mois. Tu dis, mais c'est toi qui as le pouvoir d'aller de l'avant. Bon, bonne bagnade, François Fournier, on s'en parle demain. Merci, bye-bye.